Alors pourquoi parler de Léonard de Vinci en ce jour d'ouverture de l'année de la lumière? Pourquoi lui, parmi tant d'artistes dont le traitement de la lumière, à première vue, pourrait apparaître plus puissant, plus assumé, plus volontaire? On peut penser notamment à la lumière tragique de Caravage. On pourrait penser aussi à la lumière, on l'a vu avec les images d'un intervenant, la lumière plus impressionniste de Monet. Le choix de Léonard s'explique peut-être en fait parce que, justement, par rapport à bien des artistes, il n'a jamais conçu la lumière comme un outil d'expression un peu systématique. Sa démarche s'avère en fait beaucoup plus ambitieuse, plus universelle, en réalité tout autant artistique que scientifique. Alors je crois qu'il est important de rappeler qu'à l'époque de Léonard, à la Renaissance, l'art est fondé sur l'idée d'imitation de la nature. L'artiste étudie la nature pour la retranscrire au mieux dans ses œuvres. Et Léonard, sans doute beaucoup plus que bien des artistes de sa génération, va se lancer de façon passionnée, vraiment, dans l'étude de la nature, dont il cherche à comprendre le fonctionnement global, mais je dirais aussi bien la diversité des parties que la logique de l'ensemble. La peinture, pour Léonard, est vraiment le fruit d'une science, ce qu'il appelle la science de la peinture, la scienza della pittura. Mais pour autant, évidemment, sa peinture, c'est une démarche artistique, ça n'est pas une froide illustration scientifique. À travers cette étude de la nature, Léonard découvre aussi la beauté, la poésie du monde. En fait, à travers cette étude, on le voit peu à peu dans ses écrits, dans ses croquis, sélectionner les formes de la nature dont les contours lui semblent les plus heureux. Il dégage de ses études scientifiques une vision en fait très personnelle de la nature, de l'humanité, des sentiments. Son art est donc à la fois, on peut dire, imitation du réel et en même temps recréation personnelle et donc artificielle, et qui font de sa peinture en quelque sorte une véritable poésie muette, pour reprendre les mots qui ont été développés, les préceptes de l'Antiquité et notamment de Plutarque. Alors, dans son traité sur la peinture, Léonard définit le miroir comme le maître des peintres. Je le cite. « Lorsque tu veux voir si ta peinture est conforme à la chose copiée d'après nature, aie un miroir et fais réfléchir dedans la chose vivante et compare la chose réfléchie avec ta peinture. » Pour égaler ce miroir, Léonard affirme que l'artiste dispose de 10 discours différents. Je vais les citer là encore. La lumière, les ténèbres, la couleur, le corps, la figure, le lieu, la distance, la proximité, le mouvement et le repos. Alors vous avez saisi que dans cette énumération, la première place est accordée à la lumière et aux ténèbres. Et on se rend compte dans l'œuvre picturale de Léonard que la maîtrise du rendu de la lumière et de l'ombre est en fait la clé de la création picturale. Léonard va d'ailleurs se consacrer durant de nombreuses années à l'analyse théorique du fonctionnement de la lumière et à son incidence sur les corps opaques. Je vous montre quelques pages du manuscrit C, du célèbre manuscrit C de l'Institut de France, qui témoignent de ses recherches. Dans ces notes que vous voyez là, qui ont été rédigées au début des années 1490, Léonard multiplie les croquis qui étudie l'incidence de la lumière sur un corps opaque et les variations d'ombre créées sur les différentes parties de ce corps et aussi sur la surface qui est placée à l'arrière. L'artiste imagine les conditions d'éclairage les plus variées, éclairage ici d'un seul objet, mais aussi éclairage de 2 sources lumineuses, un même objet par 2 sources lumineuses, part et d'autre de cet objet. Mais encore, vous voyez, il multiplie la complexité avec ces 2 sources lumineuses qui éclairent 2 corps opaques. Et donc, il essaie de comprendre, de voir quelle est la logique, en fait, l'incidence sur ces objets, la lumière, le fonctionnement de la lumière et de l'ombre, des ombres directes et des ombres indirectes. Alors, ces études théoriques sur la lumière devaient constituer en fait un long chapitre de son traité de la peinture, chapitre dans lequel il étudie en fait de façon extrêmement précise les différents types d'ombres et surtout ce qui est important pour lui, les ombres directes et secondaires, dérivées. Et aussi, on le sent, on le voit dans ce traité, la transformation de la couleur par la lumière est un élément fondamental, tout comme la perception de la lumière dans la distance. Alors, fort de ses connaissances théoriques, Léonard va chercher à perfectionner sa technique picturale.
En réalité, Léonard n'a pas inventé de techniques picturales nouvelles. Les matériaux qu'il utilise, les techniques picturales qui sont les siennes, sont celles de ses contemporains aussi. Léonard n'innove absolument pas dans ce domaine-là. C'est plutôt dans la mise en œuvre qui est patiente, méticuleuse, expérimentale, qui n'est d'ailleurs jamais complètement achevée. C'est dans cette mise en œuvre qu'il va parvenir à peindre la lumière avec une extraordinaire subtilité. Car, comme il explique dans ses écrits, et là je le cite à nouveau, les premiers principes vrais scientifiques de la peinture, dont la lumière et l'ombre, se comprennent mentalement, sans travail manuel. Cela constitue la science de la peinture. D'elle procède ensuite l'exécution, bien plus noble que la dite théorie ou science. Alors l'analyse des œuvres de Léonard, et surtout de ses derniers tableaux, nous permet de bien comprendre la façon dont Léonard concevait la lumière et l'importance que la lumière avait dans son art. Je voudrais rappeler simplement que nous avons la chance, d'une certaine façon, et en même temps la malchance, nous ne possédons que 3 tableaux des dernières années de l'activité de Léonard de Vinci, des 20 dernières années de son existence. Pourquoi 3 tableaux? Parce que c'est lié justement à cette mise en œuvre patiente, au caractère expérimental des œuvres qu'il peignait, de ces 3 œuvres. On a la chance d'avoir au Louvre, il les a emportées jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'elles tombent dans les mains de François Ier. Durant la longue genèse de ces œuvres, plus d'une quinzaine d'années d'exécution, ce sont à chaque fois de très longs chantiers picturaux, Léonard a eu l'occasion, a eu la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait faire en matière artistique et au bout de sa vision de la lumière. À travers l'observation de ces 3 tableaux, on comprend mieux la façon dont Léonard conçoit la lumière. Comprendre et maîtriser le rendu de la lumière, c'est d'abord pour Léonard pouvoir rendre compte de la construction de l'espace. La perspective de ces tableaux n'est en effet pas seulement construite sur le principe de diminution des proportions des objets, mais elle est, selon ses mots, avant tout atmosphérique, la perspective atmosphérique. Léonard, qui a toujours été complètement fasciné par les paysages de montagne, les paysages très lointains, de montagnes très lointaines, a appris, à travers leur observation, leur étude, les principes de cette perspective atmosphérique qui est fondée sur des valeurs lumineuses et sur les subtils passages de l'ombre à la lumière. C'est une perspective dont, pour lui, le principe est la diminution de l'intensité de la couleur dans les lointains. Alors on le constate notamment, par exemple, dans ce merveilleux dessin de montagne datant des années 1510. Vous voyez sur un papier qu'il a préparé de couleur rouge, il trace à la sanguine les cimes des montagnes et il construit la lumière, il ombre les versants non éclairés, il ajoute un peu de craie blanche pour les parties éclairées par le soleil, et on voit cette construction de la perspective atmosphérique avec à certains endroits, ici dans les parties les plus lointaines, il n'y a plus que le trait de sanguine qui vient complètement mourir dans la préparation rouge du papier et qui travaille d'une façon très directe, c'est sans doute une étude d'après nature, qui immédiatement rend compte de cette perspective atmosphérique. La construction de ces paysages peints se fait exactement pareil, par ces savants passages de l'ombre à la lumière. Et c'est vraiment dans la Sainte-Anne, probablement son dernier tableau, que Léonard composa son paysage le plus magnifique, avec une perspective atmosphérique absolument saisissante. Sur la préparation de couleur blanc-crème qui a été posée sur le panneau de bois qui constitue la Sainte-Anne, il a tracé d'abord à la pierre noire le dessin préparatoire et notamment les cimes des montagnes que l'on peut voir dans une ces photographies de laboratoire, la réflectographie infrarouge qui révèle ces premiers tracés posés sur la préparation blanche, et on voit comment, à partir de ce premier tracé préparatoire, par un savant effet, un savant travail pictural, il ébauche peu à peu les ombres avant de colorer les formes en un subtil mélange de bleu lapis-lazuli et de blanc de plomb, les parties les plus éloignées étant chargées en blanc de plomb, à travers lesquels il laisse toujours visible par transparence le dessin à la pierre noire, le dessin préparatoire, et il obtient par ce travail-là un extraordinaire effet de relief, une troisième dimension tout à fait extraordinaire. Étudier la lumière, c'est aussi pour Léonard découvrir ses qualités les plus idéales pour admirer le monde. C'est découvrir en quelque sorte la lumière idéale capable de révéler la nature dans toute sa perfection. L'artiste recommande d'ailleurs au peintre une lumière douce et subtile, celle d'un soleil à peine voilé par la brume. Je le cite, « La lumière taillée par l'ombre avec trop d'évidence est largement critiquée par les peintres.
Donc, pour fuir un tel inconvénient, si tu peins les corps dans une campagne ouverte, tu feras les figures non pas éclairées par le soleil, mais feints d'une certaine quantité de brume ou de nuages transparents, interposés entre l'objet et le soleil. Et c'est ce que l'on a découvert lorsqu'on a restauré il y a quelques années, il y a 2 ans, la Sainte-Anne, cette fine couche de voile transparent, ces petits nuages qui en fait recouvrent le ciel et qui permettent d'obtenir sur l'ensemble de la composition cette lumière extrêmement douce et subtile. Cette douce lumière du jour permet également, selon lui, de révéler la beauté du monde et notamment de ses couleurs. Je le cite encore, « Chaque couleur est plus belle dans sa partie éclairée que dans celle de l'ombre. Et cela vient du fait que la lumière vivifie et donne la véritable information de la qualité de la couleur. » Dans ces passages en l'ombre à la lumière, dans le travail pictural, l'exécution picturale, Léonard aime toujours à un endroit révéler cette merveilleuse luminosité de la couleur qui affirme en quelque sorte la plénitude de sa potentialité et la perfection de sa qualité. Ainsi en est-il dans le manteau bleu de la Vierge qui, même inachevé dans ses modulations, révèle la puissance du bleu lapis-lazuli au niveau du genou gauche. Maîtriser le rendu de la lumière, c'est aussi, pour Léonard, pouvoir représenter le mouvement dans la peinture censée pourtant figer l'action. Et je dirais que c'est là l'une des grandes forces de la peinture de Léonard, une de ses qualités pratiquement inimitables. Alors pour obtenir cette impression de mouvement, Léonard affirme que, je le cite à nouveau, les douces lumières doivent finir insensiblement dans les agréables et délectables ombres. Et il dit que de cela naîtra grâce et plénitude. Cette douce lumière finissant dans de délectables ombres, c'est ce qu'on appelle le sfumato, un terme italien qui dérive du mot fumo, la fumée. Le terme de sfumato décrit non pas une technique picturale, mais un effet esthétique, celui d'estomper les contours, de rendre imperceptibles les passages de l'ombre à la lumière, comme si on voyait les choses à travers une légère fumée, une légère brume. Pour cela, Léonard construit peu à peu le modelé des formes. Sur le dessin préparatoire, il pose d'abord les ombres sous-jacentes, puis il perfectionne patiemment les transitions de l'ombre à la lumière avec de fines couches de glacis, des couches en fait huileuses qui sont à peine chargées de pigments. Les lignes du dessin préparatoire, en quelque sorte, disparaissent peu à peu, sont vraiment très estompées, au profit du modelé qui, lui, est construit uniquement par ces subtils passages de l'ombre à la lumière. Alors ces transitions lumineuses, à la fois imprécises et irrégulières, parviennent véritablement à donner une vibration à la matière et véritablement animer la peinture. Évidemment, l'une des démonstrations les plus éblouissantes de cet effet de sfumato est sans aucun doute le visage de la Joconde, où les lignes de construction du visage sont en quelque sorte enfumées. Léonard dit bien dans ses notes sur la peinture qu'il n'y a pas de ligne dans la nature, il n'y a que des passages de l'ombre à la lumière. Et c'est ce qu'il dépeint dans le visage de la Joconde, où chaque partie est éclairée de façon légèrement différente. Les ombres sont posées comme de minces, très minces nuages, on ne voit absolument pas le travail du pinceau. Autour des yeux, autour de la bouche aussi, l'artiste a ombré de façon encore plus insaisissable. Ces ombres frissonnantes font véritablement vibrer la matière et donnent vie au portrait, à la Joconde. C'est d'ailleurs son caractère incroyablement vivant qui a impressionné tous les premiers commentateurs de l'œuvre, qui ont parlé d'une œuvre à faire trembler tous les artistes ou encore une merveille de la peinture. Il suffit, en quelque sorte pour s'en convaincre, de comparer ce visage à la copie peinte dans l'atelier même du maître par l'un de ses élèves, sans doute corrigée même par Léonard, et aujourd'hui conservée au Prado, qui est à droite de l'écran. D'un côté, à gauche, bien évidemment, la vibration de la matière et le frémissement de la vie, de l'autre, une expression beaucoup plus fixe et plate. Alors on dit souvent que la particularité de la Joconde, c'est qu'elle nous suit de regard, c'est pas du tout faux, mais en réalité c'est vrai de centaines d'autres tableaux lorsque le peintre a représenté un regard qui est dirigé vers le spectateur. Mais derrière cette idée de la reçue d'une Joconde qui nous regarde, cette idée traduit en fait l'extraordinaire illusion de réalité créée par Léonard dans sa représentation de cette jeune femme, à l'attitude très naturelle, à la vie physique et émotionnelle aussi sensible, tout cela grâce au rendu de la lumière, à cet effet de sfumato. Lorsqu'on peut s'approcher de la Joconde, c'est malheureusement difficile aujourd'hui, lorsqu'on peut tourner autour d'elle, on a vraiment l'impression que son corps bouge, que son visage s'anime, que son sourire frémit. Et je dois vous avouer qu'en tant que conservateur de toute la peinture de la Renaissance italienne, c'est le seul tableau qui fait cet effet-là. C'est une impression véritablement unique, absolument extraordinaire et encore aujourd'hui sensible, malgré les vernis oxydés qui recouvrent la peinture originale en parfait état sous ces vernis. Cette œuvre était sans aucun doute pour Léonard le miroir parfait. Le rendu de la lumière était poussé au plus haut niveau de perfection et il parvenait ainsi à représenter la vie dans la matière, à capter la vie dans la matière, il parvenait à faire sentir le mouvement et du coup aussi le temps.
De là l'impression pour le spectateur qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une action, des sentiments. C'est là que réside véritablement la force poétique de ce tableau qui suggère une vie sans dévoiler tout à fait la spiritualité du modèle. Ce sourire naissant, vivant, rendu vivant par la lumière, demeure éternellement ambigu. Et l'ambiguïté de ce sourire n'a en fait jamais cessé de fasciner les admirateurs du tableau. Il continue toujours, du reste, à nous interpeller. C'est un sourire qui est adressé à chacun d'entre nous, qui sommes finalement libres de l'interpréter à notre guise, et tout cela par la puissance de la lumière. C'est enfin un sourire, je crois, très réconfortant en ces jours de deuil national, en ce jour de deuil national. Je vous remercie beaucoup.